cœur d'événements sportifs majeurs, le football déchaîne les passions. Il provoque fascination, tristesse et colère. Et en cas de but, c'est l'euphorie. Mais si ces hommes-là comptent parmi les plus populaires de toute l'histoire du ballon rond, qui donc sont les plus impopulaires? Voici l'un des hommes les plus impopulaires du football mondial. Et qui plus est, il le contrôle. Son nom, Sepp Blatter. Son organisation est confrontée à quelques ennuis. Et moi, j'en suis un de plus. Je m'appelle Andrew Jennings et M. Blatter ne me porte pas dans son cœur. Do you know which football officials took bribes from the ISL marketing company? Mais l'organisation de M. Blatter, la FIFA, ne me porte pas dans son cœur non plus. Why am I banned from FIFA House? What have I done? No comment. Je suis persona non grata à la FIFA et dans toutes les manifestations qu'elle organise. Le motif? Mon obstination à poser des questions sur la corruption dans le football. Apprêtez-vous à découvrir une formidable histoire de corruption et d'entente secrète. L'histoire aussi de la faillite de l'une des plus importantes sociétés de marketing sportif au monde. Good morning, President Blatter. Come with me. Suivez-moi dans cette quête houleuse où j'essaye de faire éclater la vérité sur les dessous troublants de la FIFA. Notre histoire commence en Suisse, un pays tant réputé pour ses comptes numérotés que pour sa discrétion légendaire. C'est ici, à Zurich, qu'est basée la FIFA, la Fédération internationale de football. Les allégations à l'origine de mon enquête sont extrêmement sérieuses. Certains hauts responsables du football international, ici, au siège de la FIFA, auraient empoché plusieurs millions d'euros de pots de vin. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, on ne peut échapper à la Coupe du Monde de football. Mais si vous avez sûrement entendu parler de la FIFA, vous devez ignorer jusqu'au nom de la société dont les activités menacent de faire tomber certains patrons du football mondial. Cette société s'appelle International Sports and Leisure, ou ISL. ISL avait son siège ici, à Zug, en Suisse, à quelques lieues de la FIFA. Un QG imposant, à la hauteur de cette société chargée de vendre un produit très demandé et particulièrement rentable. Pour 2006 et les 5 précédentes éditions du mondial, c'est à ISL que la FIFA avait accordé l'exclusivité des droits de marketing. Tous les 4 ans, les commerciaux d'ISL encaissent des sommes colossales déboursées par des fabricants de hamburgers, sodas et autres en échange d'un privilège, pouvoir apposer le logo du mondial sur leurs produits. Les droits télé constituent un marché encore plus juteux. À elles seules, les chaînes britanniques ont dépensé environ 118 millions d'euros pour le mondial 2006. Autrement dit, 1,50 € par citoyen britannique, fan de foot ou pas. La Coupe du Monde peut rapporter plus de 470 millions d'euros, un chiffre d'affaires dans lequel ISL était impliqué jusqu'à hauteur de 25%. Parmi les plus gros sponsors, on trouve l'équipementier sportif Adidas. Or, c'est un membre de la famille fondatrice d'Adidas qui a créé ISL en 1982. À l'époque, il a déjà compris qu'on peut gagner autant d'argent avec les droits sportifs qu'avec des équipements sportifs. Pendant près de 20 ans, aucun de leurs concurrents n'a eu la moindre chance de faire affaire avec la FIFA, ISL se mettant en 4 pour préserver sa position privilégiée à n'importe quel prix. Pourquoi la FIFA a-t-elle accordé ses contrats à ISL plutôt qu'à ses concurrents? Parce qu'ISL payait des pots de vin, d'énormes pots de vin à certains patrons du football international. Voilà pour l'allégation. Mais qu'en est-il de la preuve? Ce genre de preuve n'est pas facile à obtenir ici en Suisse. Et pour cause, ce pays reste une destination idéale pour conclure certaines affaires en toute discrétion. Et ça, justement, ça arrange bien la FIFA. Les patrons du foot mondial n'apprécient pas que les journalistes s'intéressent de trop près à leurs finances. Depuis des années, certaines rumeurs circulent. De hauts responsables auraient, dit-on, bénéficié des largesses de la société ISL.
Mais le véritable coup d'envoi de mes investigations, c'est cette révélation. On m'informe d'un versement occulte qui aurait capoté. D'après mes sources, un dessous de table d'ISL d'un montant d'1 million de francs suisses, environ 630 000 euros, se serait égaré. Cette somme, qui aurait dû être créditée sur le compte personnel d'un très haut responsable du football, a atterri par erreur sur un des comptes de la FIFA. Quand j'ai abordé le sujet avec Sepp Blatter, le président de la FIFA est brusquement devenu peu bavard. It's alleged a secret payment from ISL arrived by accident in FIFA's bank account. Who was it to? I do not enter into discussion here in this press conference, and this is totally out of the matter we like to discuss today. Ce sont des questions de ce genre qui m'ont valu d'être mis au banc de la FIFA. Mais d'autres journalistes ont eux aussi du mal à obtenir des réponses franches. Ce confrère suisse notamment. Le voilà en train de poser une question anodine à la FIFA. Combien gagne le président Blatter? Alors qu'est-ce que ça a donné? Elle était justifiée cette question. Je n'ai pas eu de réponse. On a bien dû vous répondre quelque chose. Que c'est secret. Le football est un sport populaire pratiqué partout dans le monde. Alors pourquoi ne peut-on pas connaître la prime de Sepp Blatter? Est-ce que vous avez assez insisté? Je ne sais pas. C'est seulement des spéculations de ma part. Mes informateurs au sein de la FIFA sont tout disposés à me renseigner discrètement, mais aucun ne veut courir le risque de faire de déclarations publiques. Rien d'étonnant en cela. Beaucoup de collaborateurs de la FIFA ont énormément à perdre. Vous renonceriez, vous, à ce train de vie-là? Chaque année, Sepp Blatter se fait rembourser des milliers d'euros de frais divers, sans même avoir à fournir de justificatif. Il habite un luxueux appartement dans un quartier sélect de Zurich. Il voyage en première vers toutes sortes de destinations exotiques. Et M. Blatter n'est pas un cas isolé. D'autres officiels de la FIFA bénéficient eux aussi de généreux privilèges. Et tout ça pour le bien du sport. Mais ISL, la société de marketing préférée de la FIFA, fait faillite en 2001. Submergée par des crédits excessifs, elle ne peut rembourser ses dettes. La société en cessation de paiement est alors confiée à un liquidateur suisse, Thomas Bauer. Celui-ci se met à éplucher les comptes d'ISL dans l'espoir de récupérer des fonds pour les créanciers. Il a tôt fait de découvrir des versements injustifiés au profit de hauts responsables du football. 6 semaines après la faillite d'ISL, j'assiste à la première réunion des créanciers présidée par M. Bauer, le liquidateur. Ayant réussi à m'entretenir avec lui, je lui ai posé la question cruciale. A-t-il trouvé des preuves de corruption? Sa réponse m'a interloqué à tel point que je l'ai conservée par écrit. Je cite. J'ai découvert des versements liés au football émanant d'ISL. Certains sont très élevés et dépassent le million de francs suisses. J'ai écrit aux bénéficiaires de ces sommes pour en exiger la restitution. Quatre années s'écoulent avant que mon enquête connaisse une autre avancée majeure. Un cadre supérieur d'ISL accepte de s'entretenir avec moi par téléphone. Afin de le protéger, notre conversation a été reconstituée avec un comédien. Il me révèle par quels moyens ISL versait des fonds à certains membres de la FIFA. En Suisse germanophone, on appelle ça Schmiergeld. En anglais, on parle de... Slush money. Il refuse de me révéler le nom des bénéficiaires. En revanche, il m'explique comment ces membres de la FIFA touchaient leur argent. Pendant une vingtaine d'années, les dessous de table ont été systématiquement déposés sur des comptes bancaires privés, souvent à l'étranger. On those, there would be a name. There'd be a sum of money and Not necessarily a name. It can also be a company. of course, yes, yeah. And then they went off to banks in Switzerland. That's right, or to banks abroad. Do you remember any of the countries where these foreign banks were? It was Liechtenstein and I think also Hong Kong. On créait des contrats fictifs pour qu'ISL puisse justifier ses versements qui apparaissaient dans sa comptabilité sous la dénomination « paiement de droits additionnels ». The auditors would not find anything odd. No, because if they find that these documents are in order, then they have nothing to claim. Il promet alors de me rencontrer la semaine suivante.
Malheureusement, ce formidable informateur prend peur et mes appels restent sans réponse. Entre-temps, à Zurich, Thomas Bauer, le liquidateur d'ISL, est toujours aux prises avec les bénéficiaires des pots de vin. Comme promis, il leur a écrit pour exiger la restitution des fonds. Finalement, un arrangement secret est conclu. Près d'1,5 million d'euros pourra être restitué aux créanciers d'ISL. En 2005, ce tribunal de Lausanne consent à ce que cette transaction se déroule sous le sceau du secret. Les noms de ceux qui remboursent les pots de vin pourront ainsi rester confidentiels. On évite en somme d'ébruiter l'affaire. Mais 2 membres de la FIFA se confient à moi. Ils me révèlent ce qui s'est passé le jour où le versement occulte d'1 million de francs suisses a atterri par erreur au siège de la FIFA. Ce sont ces révélations qui donnent le véritable coup d'envoi à mon enquête. Ils me racontent la panique qui s'est déclenchée en ce matin de l'hiver 98 quand l'avis de paiement compromettant est arrivé sur le bureau de celui qui était alors le numéro 2 de la FIFA, le secrétaire général Sepp Blatter. Selon eux, la FIFA aurait tenté de convaincre la banque d'effacer toute trace de la transaction. À qui cet énorme dessous de table était-il destiné? D'après mes informateurs, à l'homme qui était alors au sommet de la FIFA, João Havelange, le président de l'époque. Le Brésilien João Havelange a régné sur la FIFA pendant un quart de siècle jusqu'en 1998. Sous son mandat, il a veillé à ce que l'exclusivité du marketing et des droits télé pour les Coupes du Monde 2002 et 2006 soit attribuée à ISL, tout comme il l'avait fait pour les 4 précédentes éditions. Il y a 8 ans, l'émission d'investigation anglaise Panorama s'était déjà intéressée à ces contrats. À la lumière de ce que je sais maintenant, les déclarations des 2 membres du comité exécutif de la FIFA s'éclairent d'un jour nouveau. It was simply announced to the executive committee that a contract had been agreed and signed by the president. But I can say that for the present contract that's being negotiated now, 2002-2006, we are physically asking to see the actual contract. We're wanting to see the documentation before it's signed. Mais Havelange ne l'entend pas de cette oreille et ignore purement et simplement le comité exécutif. We said, please be aware, the president and the secretary can sign the contract, but it has to be approved first by the executive committee. A few weeks later, the president came and said, I'm very happy to tell you that I now have signed the contract for television. J'avais appris que le président Blatter devait participer à une conférence de presse au siège de la FIFA. Serait-il disposé à lever l'interdiction qui pèse sur moi? Me laisserait-il faire mon travail de journaliste? I said, please, may I come into your press conference? But now? Yeah, now. Okay. May I come in? Yes, okay. But some of your press people won't always let me in. But I will take care of it. Okay? But if I just wanted to put a question to you now, because some of your press people don't let me get in, they bar me. So what you I'd like come to with ask me. you, let me just ask you now, do you know which football officials took bribes from the ISL marketing company? Sorry, don't speak about that. Do you know which football officials took payments from the ISL marketing company? I don't answer these questions. Have you tried to find out who took these payments from the ISL marketing company? You know better than I know. You know better than I know. You're the president of World Football. No, I'm only listen, a reporter. Listen, you know better than I know. This is a file which is in the hands of the justice and courts, and it shall be there. Will you tell me who took the $1 million bribe? I'm told you ordered this bribe should be moved to the man whose name was on the payment. Can you tell me who it went to? Was it President Havelange? Après m'avoir autorisé à assister à sa conférence de presse, le président Blatter envoie cependant Andreas Ehron pour m'embarrer l'accès. Andreas, you're a senior press officer. Come on, you know me. You've known me for years. Why am I banned from FIFA House? What have I done? No comment. Alors que j'attends le président Blatter devant le siège de la FIFA, j'aperçois un homme qui connaît bien les secrets de cette institution.
Cet homme, c'est Jean-Marie Weber, un proche de Sepp Blatter. C'est aussi l'un des anciens dirigeants d'ISL. À plusieurs reprises, on m'a déjà confié que c'est lui qui orchestrait la corruption des hauts responsables du football. Il vient de sortir du siège de la FIFA. Moi, je suis persona non grata dans ces bâtiments, mais Jean-Marie Weber, lui, est toujours le bienvenu dans le Saint des Saints. Si M. Weber refuse toute discussion avec moi, il est contraint en revanche de s'entretenir avec cet homme-là. Son nom, Thomas Hildebrand. C'est l'un des juges d'instruction les plus expérimentés de Suisse. Sa spécialité est les crimes et délits économiques. Le magistrat ne peut m'accorder d'entretien parce qu'il a inculpé Jean-Marie Weber et 5 autres cadres d'ISL de détournement de fonds, falsification et escroquerie. Et il n'en a pas encore terminé. Les autorités suisses s'intéressent non seulement aux ex-dirigeants d'ISL, mais aussi aux hauts responsables de la FIFA. En novembre 2005, la police a perquisitionné au siège de la FIFA et saisi des documents dans les bureaux du président Blatter et de son secrétaire général, Urs Lindsey. Mais comme de coutume en Suisse, les autorités gardent le secret sur leur découverte. En revanche, elles m'ont confirmé qu'elles poursuivaient leur enquête. Et moi aussi. Un informateur digne de confiance me mène alors à un homme qui occupait de très hautes fonctions chez ISL. Enfin, quelqu'un accepte de me parler face à face. Cet homme connaît l'ampleur de la corruption. Il me confie qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, ISL a versé plusieurs dizaines de millions d'euros à des hauts responsables du football. Pour sa sécurité, nous préserverons son anonymat. J'ai découvert qu'ISL avait payé de fortes sommes pour obtenir ses droits d'exclusivité. Comment qualifieriez-vous ces versements en termes courants? Eh bien, il s'agit à l'évidence de corruption. Des pots de vin? Oui. Qui empochait cet argent? Est-ce qu'ils étaient très nombreux ou juste une poignée? Au sommet de la hiérarchie de la FIFA, il n'y a qu'une poignée d'hommes qui sont en mesure de décider de l'attribution des droits de marketing. Et il suffit d'avoir l'appui de la moitié de ces gens-là. Exact. Un investissement rentable. C'est sans aucun doute une très bonne affaire. Pourquoi ont-ils versé ces pots de vin? Pour obtenir les meilleurs droits sportifs au monde. À votre connaissance, ces dessous de table, c'était de temps à autre une enveloppe brune au fond d'un parking? Ou bien plutôt, oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas occupé de vous. Quelle forme ça prenait? C'était des sommes forfaitaires. On peut comparer ça à un salaire versé par une entreprise. Qui recevait des versements, des dessous de table d'ISL? ISL procédait à des versements systématiques par virement bancaire pour les décideurs au poste clé. Monsieur Havelange, qui était alors président de la FIFA, touchait de l'argent. Les paiements étaient nombreux, ils avoisinaient les 250 000 francs suisses, du moins pour l'un de ces versements. Cela représente plus de 150 000 euros, une somme faramineuse. Mon objectif est clair, confronter Sepp Blatter, l'actuel président, à ces nouvelles accusations. Je sais qu'il ne tardera pas à réapparaître à l'occasion d'une nouvelle conférence de presse pour parler argent et Coupe du Monde. N'ayant aucune chance d'y être admis, je sollicite mon confrère Andy Davis qui accepte de poser les questions en mon nom. Grâce à une subtilité technique, j'entends tout ce qui se dit à l'intérieur et je peux souffler des questions à Andy. Mais alors que la parole est donnée aux journalistes, un curieux imprévu se produit. And I excuse in that very same moment the president of FIFA. Thank you, Sepp Blatter. So, what's the question? Et voilà, Sepp Blatter s'est éclipsé. Il esquive habilement nos questions. Ils ont compris qu'Andy est de mèche avec moi. À partir de ce moment-là, la situation se dégrade très vite. Chaque fois qu'Andy s'apprête à poser une question à Urs Lindsey, le secrétaire général, on lui retire le micro. Le temps commence à manquer. Andy tente de passer à l'action. Mr. Lindsey, Andy Davis from BBC Panorama. Sorry, you banned my colleague. Sorry, I tried to get the microphone. Mr. Lindsey, could I just ask you? You've banned my colleague. Do you know which FIFA officials have received bribes from the ISL marketing company? I mean, they're legitimate questions. But there's a certain order with you.
Andy, see if you can get in the question about the bribe that was wrongly addressed, the £1 million that arrived in their bank account by mistake. Mr. Lindsay, a £1 million franc bribe, is it not correct that Mr. Blatter asked that that be moved to the FIFA official who was named on the payment slip? Is that not the case? And why are you refusing to answer these questions? They're vitally important questions. I give you an answer why we refuse to answer. I give you an answer. What is the answer? We admitted you to this press conference. We know exactly what kind of program it is. We know exactly who did that, but we do not accept that you stand up, that you have I'm standing up here on behalf of Andrew Jennings. Non-respect for a certain order. We ask you to submit your question in writing. If you do not stop now, then we call the security and we put you out. Thank you, Andy. Thank you very much for asking the questions. Well, actually, I should have been asking. Well, Andrew, thank you. Andrew, they weren't particularly keen to take the questions. They don't want those questions asked. I've been putting these questions for years in writing. Shall we go and have a beer? Come on. Malgré ce fiasco, mon enquête a déjà nettement progressé. J'ai découvert que des pots de vin ont bel et bien été versés ici, au siège de la FIFA. Certains de ces versements occultes étaient même destinés au sommet de la hiérarchie. Je sais aussi que quelqu'un a remboursé une partie des fonds, mais j'ignore qui. 2 autres mois vont encore s'écouler avant que je n'obtienne la réponse à cette question-là. Tandis que les allégations de corruption tourbillonnent autour de la FIFA, une autre question ne cesse de ressurgir. Par quels moyens Sepp Blatter parvient-il à se maintenir en poste? Le président est élu tous les 4 ans par 207 nations lors du congrès de la FIFA. Chaque pays, quelle que soit sa taille, possède une voix. Lors de sa première élection en 1998, un bruit a couru. Des enveloppes auraient été glissées sous la porte des chambres des délégués. Cette question-là non plus n'est pas du goût de M. Blatter. Was ist in diesen Kuverts, die ihr da im Vorfeld verteilt habt, Herr Blatter? Das ist alles zusammen ein grosser Mist. Und vorhin nicht gerne dran, das ist alles zusammen ein grosser Mist. Warum ist es ein grosser Mist? Was habt ihr richtig erklärt, Herr Ottibun? Warum haben sie euch so zitiert? La FIFA est constituée de confédérations régionales. L'Europe ne vote pas de manière unitaire. L'Afrique et l'Asie non plus. Quoi qu'il en soit, Sepp Blatter a la garantie de rester en fonction aussi longtemps qu'il bénéficie du soutien d'un important bloc d'électeurs. Pour en savoir plus sur qui contrôle qui et comment, il va falloir que je me rende à plus de 8000 km sous les tropiques. Le moment est venu de faire mes valises. La République de Trinité et Tobago, dans les Caraïbes, est le plus petit pays à avoir jamais accédé à la phase finale de la Coupe du Monde. C'est un événement sportif majeur dans l'histoire de ce pays. Ici, tout le monde soutient frénétiquement l'équipe nationale, les Soca Warriors. Mais au-delà de la ferveur populaire, en dehors du terrain, le football se pratique d'une bien curieuse façon ici. Sepp Blatter a besoin du soutien des hommes qui mènent la partie dans le pays, et réciproquement. J'ai rendez-vous avec un ancien membre de la FIFA, le premier à avoir jamais divulgué en public certaines pratiques douteuses en vigueur dans les instances dirigeantes du football mondial. Mel Brennan est à présent professeur dans une université américaine, mais il a travaillé pendant 3 ans pour la FIFA et son organisation locale, la CONCACAF, qui regroupe les fédérations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Témoin de la corruption au sein de la FIFA, Mel Brennan sait aussi pourquoi elle est tolérée par Sepp Blatter. De 2001 à 2003, je dirigeais le service projets spéciaux. J'étais sous l'autorité directe du secrétaire général de la CONCACAF. Mes activités m'amenaient à côtoyer régulièrement les hauts responsables du football mondial. Pourquoi la CONCACAF vous a-t-elle tant déçu? Eh bien, on m'a demandé de tenir un certain journaliste à l'écart du congrès de la CONCACAF. Et ce journaliste, c'était vous. Vous avez joué les gros bras. Ben oui. Alors que vous êtes 2 fois plus grand que moi. Personne n'osait le faire. Alors je suis sorti et je vous en ai interdit l'accès. Mais pendant tout le temps où je vous ai tenu à l'écart, vous m'avez posé des questions. La plupart de vos accusations se sont avérées exactes.
Et c'est ce qui a mis un terme à ma vision idéaliste du football mondial et de la façon dont il est dirigé. Au dire de la FIFA, l'argent de la vente des droits du football est majoritairement réinjecté dans des projets en faveur des jeunes. Chaque année, la FIFA alimente les caisses de la CONCACAF à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais Brennan a découvert que dans les bureaux de la fédération à Trinité, mais aussi à New York, certains collaborateurs en dépensent une bonne partie à titre personnel. Le président de la CONCACAF, c'est lui, Jack Warner. Il est en meilleurs termes avec Sepp Blatter, à qui il fournit ce fameux bloc unitaire de voix qui le maintient au pouvoir. Il y a 20 ans, Jack Warner était un professeur d'histoire au salaire médiocre, ici, à Trinité. Le football a fait sa fortune. Aujourd'hui, il habite les beaux quartiers. Mais comment peut-il financer ce train de vie? Eh bien, il y a un moyen. Ce modeste bâtiment du centre-ville de Port of Spain, la capitale, abrite les bureaux de la CONCACAF. La CONCACAF paye près $250 000 de loyer annuel. Pourquoi l'empire footballistique de Jack Warner débourse-t-il autant pour des bureaux dans ce bâtiment? Serait-ce parce que le propriétaire n'est autre que Jack Warner lui-même? Quand il a quitté la Confédération il y a 3 ans, Mel Brennan a copié toute une série de documents compromettants. C'est un chèque, ça? À l'ordre de qui? C'est pour le bureau du président de la CONCACAF. $25 000 pour un mois. Et là, on a $40 000 pour le mois de décembre. Jack paye Jack. C'est lui le propriétaire, oui. La CONCACAF le paye pour ce bureau. Il se paye lui-même. Et ce n'est pas tout. Là-dedans, j'ai des chèques qui ont servi à payer les impôts de gens qui ne faisaient même pas partie de la CONCACAF. Il y a des chèques d'un montant de plusieurs milliers de dollars. Et aussi des chèques pour rembourser des emprunts immobiliers de certains membres de la CONCACAF. Ça me plairait bien à moi que la CONCACAF me rembourse mon emprunt, pas vous? À votre avis, Sepp Blatter sait-il comment Jack dépense l'argent de la CONCACAF? Absolument, oui. Alors pourquoi il n'intervient pas en disant « Écoute Jack, maintenant ça suffit, tu en as bien profité, il serait temps d'en consacrer un peu plus au football ». N'oubliez pas que Jack Warner contrôle 35 voix. Il a un poids considérable dans la balance en matière d'élections et de politique électorale. Le président Blatter reste au pouvoir à la FIFA parce qu'il peut compter sur les voix de Jack Warner. That whenever he is running for election, do not come to campaign in CONCACAF. He doesn't have to, don't waste his time. CONCACAF has 35 votes, he gets 35. En 1998, l'élection du président de la FIFA à Paris a fait l'objet d'un petit trucage électoral. Jack Warner a détourné le vote d'une nation. C'est lui, Neville Ferguson, qui a voté au nom de l'île de Haïti dans les Caraïbes. L'ennui, c'est qu'il n'est ni délégué ni haïtien. Neville Ferguson n'est autre qu'un proche collaborateur de Jack Warner à Trinité. Le délégué de Haïti ne pouvant se rendre au Congrès, M. Ferguson est allé à Paris donner la voix de Haïti à Sepp Blatter sans en informer l'intéressé et en totale infraction avec le règlement de la FIFA. À votre connaissance, Sepp Blatter a-t-il déjà refusé quelque chose à Jack? Non, jamais. Un exemple récent, les billets pour la Coupe du Monde 2006. Une société a obtenu l'exclusivité de la vente locale des billets. Loin de s'en cacher, elle a même fait de son monopole l'argument central de sa campagne publicitaire. Cette société, la voilà, Simple Travel, basée à Port of Spain. Elle est située à 2 pas des bureaux de Jack Warner. Et ça, c'est très pratique pour lui, parce que devinez un peu à qui appartient Simple Travel. À Jack Warner et à sa femme. Quand ce petit arrangement s'est ébruité, on a crié au carton rouge à Trinité et Tobago, jusqu'au sommet de la hiérarchie sportive. Monsieur Warner ne peut pas être à la fois vice-président de la FIFA, président de la CONCACAF et en même temps un des directeurs de Simple Travel, alors que le public est obligé de passer par Simple pour acheter des billets. Ce n'est pas convenable, il y a conflit d'intérêts. Cela semait le trouble. Tous les habitants de Trinité et Tobago ont rejeté ce procédé. Le journaliste qui a dénoncé cette arnaque à la billetterie s'appelle Lazana Liebird. Résultat, il a écopé du même traitement que moi en Suisse.
La FIFA n'est pas la seule à exclure des journalistes. Jack Warner m'a interdit de Coupe du Monde cette année. Pourquoi ? À Noël 2005, j'ai sorti un article dans lequel je prouvais qu'il avait détourné les billets du Mondial 2006 au profit de Simple Travel, sa propre agence de voyage. Quelle a été sa réaction ? Il a été furieux. À quel point ? Furieux au point de tenir une conférence de presse à l'occasion de laquelle il m'a directement pris à partie. Au point aussi de me retirer mon accréditation, enfin mon droit de demander une accréditation pour la Coupe du Monde. Alors vous n'irez pas ? En fait, si. Pourquoi ? Après la parution de cet article, l'information a fait le tour du monde, ce qui a déclenché un tollé international. Finalement, la FIFA s'en est mêlée et m'a accordé l'accréditation. Sepp Blatter n'est jamais embarrassé par toutes ces manigances de Jack Warner ? Nous ne savons pas s'il est embarrassé. En revanche, nous savons qu'il est parfois obligé de réagir aux excès de Jack Warner. Par exemple ? Le vote truqué de Haïti à l'élection de 98. Quand la vérité a éclaté, il y a eu une commission d'enquête, mais les résultats n'ont jamais été publiés. Ils ont étouffé l'affaire. Absolument. Lors du scandale de Simple Travel, Jack Warner s'est exprimé devant le comité exécutif de la FIFA, qui a conclu un conflit d'intérêts, mais le comité n'a pris aucune mesure. Aucune sanction ? Absolument aucune. Affaire classée ? Affaire classée, oui. Monsieur Warner ayant décliné toutes mes demandes d'interview, je cherche à attirer son attention lors d'un meeting politique alors qu'il arrive encadré par ses gardes du corps. Good evening, Mr. Warner. Andrew Jennings, BBC Panorama programme. Would you give me an interview? Excuse. Would you? Well, look, we're on the public highway. Please don't interrupt. I would like to ask you, how much profit do you expect to make from trading in World Cup tickets this year? Mr. Warner, I asked you how much profit you hope to make from the World Cup this year. You are selling tickets. Could I ask you, why did you allow Neville Ferguson to cast Haiti's vote to elect President Blatter? Could I ask you, please, how much you expect to make from selling World Cup tickets this year? Suite à notre entrevue houleuse, M. Warner a publié un communiqué de presse intitulé « Opération Mettre la main sur Jack Warner ». Dans ce communiqué, il affirme avoir percé à jour une conspiration entre le journaliste local Lazan Ali Bird, le gouvernement de Trinité et moi-même. Je cite. Monsieur Jennings est allé jusqu'à tenter de m'empêcher physiquement de monter à la tribune. Son attitude a provoqué un attroupement. Les badauds ont essayé d'écarter Monsieur Jennings de mon chemin. Je lui ai conseillé d'adopter une attitude moins irresponsable à l'avenir. Moins irresponsable à l'avenir? Je ne me rappelle pas avoir eu une attitude irresponsable. En revanche, je me rappelle ces mots-là. Après mon départ, M. Warner a tenu des propos encore plus virulents. Le fait que je sois blanc semble l'irriter tout particulièrement. But I tell Mr. Jennings on this platform today, what he tried tonight, by trying to block me from coming to this meeting, try it afterwards. I tell him today, if he's here until Wednesday, wherever he is, what he tried to do tonight, try it tomorrow, or try it Wednesday. No foreigner would come to my country, particularly a white foreigner, and try to harass me, intimidate me, and push me around. La réaction de Jack Warner n'est pas sans me surprendre. Et pour cause. Il dispose apparemment de tout un arsenal d'explications parfaitement judicieuses. Premièrement, d'autres agences de voyage se sont finalement vues attribuer un petit quota de billets, de sorte que Simple Travel n'a plus le monopole. Ensuite, et c'est plus important encore, M. Warner affirme ne plus être le propriétaire légal de Simple. Voici un extrait du registre du commerce. À en croire ce document, Simple a changé de main. Ses nouveaux propriétaires sont Princess Rose Campbell, vétérinaire, et Margaret Fletcher, femme au foyer. Le moment est venu, je crois, de leur passer un coup de fil. Oh, hello, is that Margaret Fletcher? Oh, hello, Miss Fletcher. My name's Andrew Jennings. I'm from the BBC. Could you spare me a moment? I'm interested to ask you about the Sample Travel Company. I believe you're the owner of it now. You're not the owner. You are the owner. And do you own all the company, or you're the total owner, complete owner?
As I noticed in company registration office, there was another lady, Princess Campbell, who was also shown in... Hello? Hello? Oh, she's gone away. I think we better call it again. Maybe it's a technical mistake. I better just try it again. Oh, hello, Miss Fletcher. I think we got cut off. But she was with... A minute ago, she was in. And now she's gone out. Oh, that was very quick. She must have rushed out of the door. Hello? Hello? Hello, is there anybody there at all? Well, dear me. En 2001, Trinité et Tobago accueillait le championnat du monde des moins de 17 ans de la FIFA. À la clé, de nouveaux stades, dont celui-ci, et des contrats juteux. Il y avait un contrat de sécurité à la clé pour ce championnat. Eh bien, c'est une société Warner, un des fils de Jack Warner, qui l'a décroché. Un autre des fils Warner a obtenu la licence pour la vente de fast-food et de boissons dans les 5 stades où se déroulaient les rencontres. C'était le premier tournoi pour lequel FIFA Travel, l'agence de voyage de la FIFA, n'organisait pas les déplacements liés à l'événement. Et qui a décroché le marché? Simple Travel, l'agence de voyage de Jack Warner. Cela ne me pose aucun problème que la famille Warner gagne de l'argent, ni qu'elle soit dans les affaires. En revanche, ce qui me pose problème, ce sont les procédés employés. Nous avons notamment pu constater qu'aucun appel d'offres n'avait été publié. Et pourtant, les fils Warner et Jack Warner ont décroché les contrats. Ceci est l'une des préoccupations du peuple et du gouvernement de Trinité et Tobago. Alors que les Soka Warriors rentrent à Trinité après avoir disputé un match amical, le tollé déclenché par l'affaire des billets n'est pas encore apaisé. Suite à cette controverse, la FIFA a diligenté une enquête. Ses conclusions, Jack Warner est effectivement pris dans un conflit d'intérêts. Prié de s'expliquer, il affirme avoir vendu sa société Simple Travel, si bien que l'on renonce à toute mesure à son encontre. Mais M. Warner a déjà monnayé une belle quantité de billets. Hello again. Come on, leave me alone. Can I ask you how much? Please don't do that. Can I ask you how much money you're making? Leave me alone. Please, do something for us. Do something. Please don't do that. I'm trying to ask you how much profit you're making from World Cup tickets this year. Why is it your family always gets the juiciest FIFA contracts? Mr. Leave me alone, please. Leave me alone, please. Leave me alone, please. Leave me alone. This year. Hello, Mr. Warner. I know. Please. Why won't you talk about these football issues? Après nos démêlés, les avocats de M. Warner adressent un courrier au président de la BBC dans lequel il m'accuse, je cite, d'avoir abordé notre client avec agressivité et d'avoir violemment brandi un micro devant son visage, occasionnant par là même des blessures à la lèvre supérieure de notre client. Ce n'est pas exactement le souvenir que j'en garde, mais revoyons les images de cette interview sous l'angle opposé cette fois. D'autres équipes de télévision ont des micros en main, mais pas moi. Finalement, la police me prie le plus cordialement du monde de quitter les lieux et je m'exécute. Je regagne Zurich pour y poursuivre mes investigations. Avant mon départ de Suisse, mon enquête avait déjà nettement progressé. J'avais eu vent d'un important versement occulte qui avait atterri par erreur sur un des comptes de la FIFA alors qu'il était destiné au grand patron du football mondial de l'époque, le président João Havelange. De plus, un initié m'avait appris que la société ISL avait bel et bien versé des dizaines de millions d'euros de pots de vin à des hauts responsables du football. J'avais aussi découvert que plus d'1,5 million d'euros avaient été remboursés dans le cadre d'un accord préservant l'identité des personnes impliquées. À l'époque, j'ignorais encore qui avait restitué ces fonds. Maintenant, je le sais. Vous vous souvenez de Thomas Hildebrand, le juge d'instruction? C'est lui qui a perquisitionné au siège de la FIFA en novembre 2005 et saisi des documents dans le bureau de Sepp Blatter.
À la mi-avril de cette année, M. Hildebrand exige d'avoir accès à de plus amples documents. Le tribunal accède à sa requête, tout en rendant un jugement qui contient une incroyable révélation. Ces documents sont confidentiels, mais j'en ai obtenu une copie qui nous apprend enfin qui a remboursé ces pots de vin. Ce ne sont pas les bénéficiaires anonymes qui ont remboursé, mais c'est la FIFA. Et c'est ça, l'éventualité que l'argent de la FIFA ait pu servir à rembourser ces pots de vin qui intéresse désormais les enquêteurs suisses. La FIFA a-t-elle simplement servi d'intermédiaire et restitué cet argent de la part des coupables pour préserver leur anonymat? Ou bien a-t-elle remboursé cette somme sur ses fonds propres pour permettre aux bénéficiaires des pots de vin de conserver leur argent? Quelle que soit l'explication, la FIFA va devoir répondre à bien des questions. Ce jour-là, je rattrape le président Blatter alors qu'il s'apprête à s'envoler pour la Coupe du Monde dans un jet privé. Bonjour, président Blatter. Pourquoi la FIFA a-t-elle remboursé les pots de vin d'ISL? Et vous, avez-vous personnellement reçu les pots de vin d'ISL? Président Blatter, êtes-vous la personne compétente pour diriger le football international? Je répète, pourquoi la FIFA a-t-elle remboursé les pots de vin d'ISL? Êtes-vous la personne compétente pour diriger le football international? Toutes ces questions, nous les avons posées par écrit à la FIFA. Elle nie avoir remboursé quoi que ce soit. Elle affirme que ni la FIFA ni le président Blatter n'ont jamais bénéficié d'aucun versement occulte émanant d'ISL. Sur un point, en revanche, aucun doute ne subsiste. Une partie serrée s'est engagée entre la police suisse et certains hauts responsables du football. Vous l'avez constaté dans ce film, Jennings n'est pas à proprement parler un journaliste à l'échine souple. Alors pour faire bonne mesure, il persiste et il signe. Et à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, il réitère ses accusations de corruption contre les dirigeants de la FIFA et explique comment les seuls et uniques bénéficiaires de cette Coupe du Monde seront encore la FIFA elle-même et le club très fermé et très proche des entreprises qu'elle a désignées. On l'écoute, il répond aux questions d'Albert Knechtel. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, compare le football à une religion. Et de fait, ça l'est pour des millions de supporters dans le monde. Mais la FIFA de Sepp Blatter obéit-elle à ses 10 commandements? Les valeurs de la FIFA qui sont sur son site web sont-elles respectées? FIFA et authenticité, Sepp Blatter dit que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien du football. Il dit aussi qu'il croit à la famille du football et que pour cette famille, la Coupe du Monde a été très bénéfique. En fait, 50% des revenus des droits télé de ce tournoi sont allés dans la poche de son neveu, Philippe Blatter. Et ce n'est pas tout. On a aussi attribué à Philippe le contrat de vente des packs hospitalité grandes entreprises, ce qui inclut environ 380 000 tickets. Malheureusement, les Blatter n'ont pas remarqué que le monde était en récession et ils ont fixé des prix trop élevés.
Résultat, de nombreuses entreprises envoient moins de personnes que prévu et en même temps, les supporters n'achètent pas leurs tickets. En réalité, c'est au marché noir qu'ils achètent leurs tickets, ou Pack Hospitality. Sepp Blatter parle de la famille du football, mais son train de vie n'est pas celui d'un père de famille. Il aime vivre comme un vrai chef d'État. Quand il voyage, c'est en jet privé. Il quitte l'aéroport avec une escorte de police motorisée. Et quand il arrive à son hôtel, toujours le plus beau de la ville, il exige la plus grande suite, décorée selon ses goûts personnels. FIFA et unité. Si vous assistiez à un congrès de la FIFA, vous vous croiriez en Corée du Nord ou à une réunion de la mafia. Jamais aucun mot de contestation des délégués des 208 associations nationales. Personne ne parle des points critiques importants aux yeux des supporters. Les congrès de la FIFA sont des grands-messes en hommage à son cher dirigeant, le patron des patrons. La FIFA huile les rouages de la machine en arrosant tous les membres des fédérations nationales de versements annuels de 250 000 $ US. Ces associations nationales ne sont jamais auditées, sauf si leurs dirigeants s'écartent du droit chemin. Les seules critiques viennent des médias, à qui la FIFA réplique dans un communiqué de presse intitulé « Nous travaillons pour les fans ». Mais le problème est plus grave. Dans la liste des critères de définition du crime organisé, la FIFA satisfait à chaque critère. Un patron des patrons intouchables, des leaders régionaux impliqués dans toutes sortes de raquettes de tickets, de pots de vin ou d'autres formes de corruption. Ces dirigeants sont complètement inattaquables. Aucun État ne mène d'enquête et ils sont même accueillis chaleureusement à la Maison-Blanche ou au Kremlin. Si un joueur ou un club décide de faire un procès à la FIFA, Sepp Blatter le bannit. Idem pour une association nationale. Et si un gouvernement intervient, car il en a assez de la corruption et qu'il veut assainir la situation, la FIFA le bannit aussi. Il faut laisser la politique en dehors du sport, insiste Sepp Blatter. Sepp Blatter est plus puissant que les gouvernements. FIFA et performance. Pour les supporters, ce qui compte, c'est la manière dont la FIFA alloue les billets pour la Coupe du Monde. Le fait-elle de façon juste? La FIFA clame haut et fort sa volonté de lutter contre le trafic au marché noir, de sanctionner les coupables et de réduire à néant les trafiquants du marché noir. Cependant, le plus grand trafiquant est l'un des vice-présidents de la FIFA. Lors de la dernière Coupe du Monde 2006 en Allemagne, Jack Warner, de Trinité et Tobago, a été autorisé à se procurer 6 000 tickets. Il les a tous revendus, empochant un joli profit d'environ 1 million d'euros. Lorsque la FIFA a officiellement eu vent de l'affaire, elle a refusé de sanctionner Warner. Il s'en est tiré à bon compte. Jack Warner a fait d'autres profits en 2006. Quand son équipe nationale, les Soca Warriors, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, Jack a monté une entreprise pour moissonner tous les revenus des ventes de tickets, du sponsoring, des subventions publiques et des droits télé. Il avait promis 50% de cet argent aux joueurs. 4 ans plus tard, il ne les a toujours pas payés. Jack Warner s'en tire toujours. FIFA et intégrité. Les juges de la ville suisse de Zug ne partagent pas cet avis. Il y a 2 ans, j'ai assisté au procès de cadre de la société qui gère tous les droits télé, marketing et sponsoring de la FIFA. Au cours du procès, les preuves les plus évidentes des pots de vin payés aux dirigeants de la FIFA ont été produites. On nous a montré des documents officiels et un des juges a même sidéré la cour en révélant que dans les années 90, en 10 ans, le montant total des pots de vin, cadeaux et autres transactions financières illégales par rapport à des contrats s'était élevé à environ 100 millions d'euros. La plupart de ces sommes d'argent ont été payées à travers des comptes à l'étranger, au Liechtenstein ou dans les Caraïbes, et c'est comme ça qu'ils sont à l'abri.
Mais un membre du comité exécutif de la FIFA, une instance de 24 hommes qui prennent toutes les grandes décisions, était trop paresseux pour ouvrir un compte aux Caraïbes. À la place, il a pris son argent directement. Son nom était cité dans les documents de preuve. Noir sur blanc, on pouvait lire le nom de Nicolas Leoz, du Paraguay. Nous avons demandé à Sepp Blatter ce qu'il en pensait, mais il n'avait rien à dire. Nous avons aussi demandé à M. Leoz. Pas de réponse. Aujourd'hui, ce monsieur vit en toute impunité, toujours membre du comité exécutif de la FIFA. La FIFA croit-elle au fair play? Eh bien, il y a une commission de discipline qui décide des amendes ou des suspensions données aux joueurs de football. Mais est-elle crédible? Un de ses membres, le Jamaïcain Horace Burrell, a été impliqué dans une affaire de fraude électorale concernant un récent congrès FIFA. J'ai des documents qui prouvent ce scandale. Sepp Blatter refuse d'agir. Il y a aussi la commission d'éthique de la FIFA. On dirait que ses membres sont sourds ou aveugles. Et il y a beaucoup de scandales à la FIFA qui justifieraient une enquête. Par exemple, les paiements curieux faits à des dirigeants de la FIFA par des personnes agissant pour le compte du comité de candidature de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Ces sommes d'argent ont transité par une entreprise suisse, comme le montrent certaines preuves révélées au grand jour. Sepp Blatter se moque de ces documents. La FIFA ne veut pas s'occuper de cette affaire. Et maintenant, avec 9 pays en lice pour organiser les Coupes du Monde de 2018 et 2022, les rumeurs de pots de vin massifs vont bon train. La commission d'éthique de la FIFA se veut rassurante. Nous surveillerons la situation. Mais sans enquêteurs, sans police et sans renseignements, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Enfin, il y a Chuck Blazer, membre américain du comité exécutif. Quand Mastercard est allé en justice à New York contre la FIFA, Blazer a été convoqué en tant que témoin. À l'issue du procès, le juge a conclu que la preuve de Blazer avait été fabriquée de toutes pièces. Sepp Blatter aurait pu mentionner cette affaire à la commission d'éthique de la FIFA, mais il n'a rien fait. FIFA et tolérance? Blatter dit haut et fort qu'il lutte contre le racisme et la discrimination. Mais il semblerait que le message ne soit pas allé jusqu'aux oreilles du vice-président senior, Don Julio Grondona. Celui-ci avait annoncé sur les ondes de la télévision argentine que la Primera División n'accepterait pas d'arbitre juif parce que, selon lui, les juifs n'aiment pas trop travailler. Évidemment, il a ensuite présenté ses excuses, mais Sepp Blatter n'a pas pensé que cette déclaration justifiait une quelconque sanction. Aujourd'hui, la FIFA semble avoir une tolérance zéro pour les pauvres. En Afrique du Sud, de pauvres gens, hommes et femmes, avaient l'habitude de gagner quelques sous en vendant des plats traditionnels aux supporters à l'entrée et à la sortie des stades. Mais la police a décidé de leur faire quitter les lieux afin qu'ils ne fassent pas concurrence aux sponsors comme McDonald's. FIFA et sportivité. Ces dirigeants adorent se faire prendre en photo avec les grandes stars du football. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Rappelez-vous en 2002, quand la Corée a battu l'Italie et l'Espagne, les arbitres de ces rencontres avaient pris quelques décisions assez douteuses. Sepp Blatter s'était alors excusé pour ces décisions incroyables. Mais la Corée a continué son chemin dans sa Coupe du Monde pendant que les autres rentraient à la maison. Et que dire de l'esprit sportif de la FIFA en Afrique du Sud cette année? Les journalistes qui voudraient écrire quoi que ce soit de critique sur la FIFA sont prévenus. Ils risquent l'exclusion, exclus du terrain et exclus des conférences de presse. Voilà un autre exemple de la police de la pensée mis en place par la FIFA pour entraver la liberté de la presse. FIFA et transparence? Monsieur Joseph Blatter, pourquoi refusez-vous de publier l'intégralité des procès-verbaux et des comptes rendus des réunions des comités et commissions FIFA? Pourquoi nous cachez-vous toutes les décisions de la FIFA sur la planification financière et autres sujets importants?
Pourquoi votre salaire est-il un secret? Nous connaissons le salaire de Madame Merkel, du président Sarkozy ou du président Obama, mais pas le vôtre. Allez-vous un jour nous expliquer combien vous vous payez, quel est le bonus que vous vous attribuez et quels sont les avantages en nature et les frais liés à votre fonction? Monsieur Blatter, en Afrique du Sud, certaines personnes craignent aussi que de nombreux politiciens et fonctionnaires locaux se soient remplis les poches grâce à la construction de tous ces magnifiques stades. Monsieur Blatter, n'est-il pas grand temps de mettre en place à la FIFA une commission anticorruption indépendante? La FIFA tient-elle ses promesses pour le jeu, pour le monde? Eh bien, nous sommes nombreux à penser que non. En fait, c'est plutôt le jeu et la FIFA qui servent Sepp Blatter et qui l'aident à se maintenir au pouvoir depuis presque 30 ans. Il nous parle de son histoire d'amour avec l'Afrique et comment cet amour a conduit la Coupe du Monde de cette année. En fait, de nombreuses personnes ont compris que cette histoire d'amour est plutôt entre Sepp Blatter et les 50 votes que les pays du continent africain lui ont attribués pour se maintenir dans son fauteuil de président. Si la Coupe du Monde cette année n'avait pas été en Afrique, il ne serait peut-être plus président aujourd'hui. Pour la FIFA, cette Coupe du Monde va être lucrative et les profits générés vont permettre de payer les salaires indécents, les dépenses somptuaires et les trains de vie luxueux qu'adore M. Blatter et ses 24 acolytes du comité exécutif. Mais quand on descend la chaîne alimentaire, il ne reste plus grand-chose en bas. Au cours des dernières années, la plupart des cadres dirigeants de la FIFA ont été recyclés à l'extérieur, le plus souvent avec des indemnités de départ conséquentes. Cela permet d'effacer la mémoire institutionnelle de la FIFA. Ainsi, personne ne se souvient de la manière dont Sepp dirige la FIFA et le jeu à l'échelle mondiale depuis environ 30 ans. La FIFA est-elle fidèle à sa mission, développer le jeu, toucher le monde, bâtir un meilleur avenir? Tout ça a l'air joli, et le bâtiment est en plein boom en Afrique du Sud. Par contre, on ne bâtit pas dans les townships, là où les enfants ont besoin d'installations. Les stades immenses de Johannesburg, d'Urban, le Cap, sont des structures magnifiques. Mais une fois la Coupe du Monde terminée, ils ne seront pas utilisés à leur pleine capacité. Récemment, j'ai visité certains townships avec un grand héros de la lutte contre l'apartheid, un homme qui a moisi en prison pendant 10 ans sur l'île de Robben Island. Aujourd'hui, il s'implique énormément dans ce qu'on appelle le sport de base. Il m'a emmené dans un township de plus d'un demi-million d'habitants. Il m'a indiqué un terrain vague où les enfants jouent au football, avec un seul ensemble sanitaire douche. Je lui ai demandé de me montrer l'intérieur, c'était très sale. Et je lui ai posé cette question. Les toilettes des prisonniers à Robben, c'était comment? Beaucoup plus propre, m'a-t-il répondu. Cette Coupe du Monde va rapporter à la FIFA des milliards d'euros en droits télé et en droits marketing. Mais cet argent va retourner à Zurich avec les dirigeants de la FIFA. Si la FIFA avait accepté de financer ces stades énormes dans ce pays bien plus pauvre que la Suisse, la Coupe du Monde aurait généré de l'argent pour que l'Afrique du Sud développe le football de base. À la place, le développement du football va rester bloqué à son niveau actuel. Faut-il décerner le prix Nobel de la paix à Saint Joseph Blatter? Eh bien, comme nous l'avons vu aujourd'hui, la FIFA ne respecte pas vraiment ses grands engagements moraux. Demandez donc aux supporters. Souvenez-vous, en 2002, lorsque Sepp Blatter est apparu à la cérémonie d'ouverture, il s'est fait huer. À Berlin, en 2006, il avait tellement peur de se faire encore conspuer qu'il n'a pas osé remettre le trophée de la Coupe du Monde à l'équipe victorieuse. En fait, il n'est absolument pas prouvé que Sepp Blatter ait contribué de quelque manière que ce soit à la paix et à l'harmonie dans le monde. Alors peut-être qu'au bout du compte, pour parachever sa carrière, sa plus belle contribution serait de rendre aux gens leur football.